Bonsoir tout le monde, on aborde ce talk des vacances avec le sujet concernant l'un des probables candidats à la prochaine convention du plus vieux parti du pays, le PDCI-RDA, M. Jean-Louis Billon, qui tisse sa toile et se prépare à une confrontation avec Thiam, le président du parti. Et il y a de nouvelles réactions à l'appel à l'union sacrée de Benoît, de Laurent Gbagbo, président du PPACI. On en parlera dans cette émission. Et enfin, les JO qui démarrent ce vendredi 26 juillet. La Côte d'Ivoire est représentée. Voici pour le menu de ce programme. On y va tout de suite et c'est parti. Quand on parle d'union sacrée, il y a une belle union sacrée autour de cette table avec nos chroniqueurs pour ces vacances. Toujours heureux et souriants sur ce plateau, Isabelle Vauvor. Bonsoir Landry, bonsoir à la team et bonsoir chez vous. Très bien. Goï Arnaud. Bonsoir Landry, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, principalement à un ami qui nous suit depuis le Niger, Niamey, Dr Ibrahim. Très bien. Et puis monsieur Gandhi Cuyer. Bonsoir Landry. Comment ça va? Toute la team. J'aime la tunique. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de toutes les contrées du monde. Très bien, on m'a dit que tu es le plus bandit du plateau, en fait, sur le plateau. On m'a dit que tu es... C'est des rumeurs. Il taquine beaucoup Aïcha, hors antenne ou pas, on ne sait pas. J'ai dit non, je ne sais pas du tout. Je confirme. Tu confirmes? Le caractère de banditisme. Salut Aïcha. Bonsoir à tous, bonsoir chez vous, à tous les gens qui m'envoient des très jolis commentaires. Vous êtes adorables, les Ivoiriens sont gentils. Vraiment. Très bien, très bien. Les Ivoiriens, on a cette particularité. Et puis n'oubliez pas donc de réagir sur le direct, sur nos réseaux sociaux de cette émission, bien sûr, en laissant des commentaires, je vous l'ai promis. À partir de la semaine prochaine, il y a des commentaires que nous allons lire à l'antenne pendant cette émission. On y va tout de suite avec Ça fait l'actu. On en parlait donc en intro, le présidentiel 2025, Jean-Louis Billon tisse sa toile, donc le premier candidat donc, à la prochaine convention du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est connu, c'est bien Jean-Louis Billon. On en parle tout de suite avec qui démarre, c'est bien donc Arnaud Goï, on en parle. Oui. De Jean-Louis Billon qui tisse sa toile. Tout à fait. Premier candidat supposé, parce que très officiellement, il n'a pas encore déposé sa candidature, mais ça se voit que M. Jean-Louis Billon prépare une candidature. Il faut rappeler quand même que cette année, en décembre, il aura 60 ans. Il est député, il a été ministre du commerce et après de la promotion des PME. Donc c'est quelqu'un qui connaît relativement la politique en Côte d'Ivoire, qui est le premier employeur de notre pays après l'État. Et surtout, qui a participé à l'essentiel des luttes du PDCI depuis le milieu des années 90. Il a montré depuis un certain nombre d'années sa volonté d'être candidat pour le compte du PDCI à l'élection présidentielle. Et a quelque peu été freiné dans son élan par le président Bédié qui lui-même avait été candidat. Il n'avait pas voulu partir en indépendant. Donc finalement, il a attendu son tour jusqu'à aujourd'hui où il veut être candidat, mais a priori, il y a d'autres candidats, notamment le président actuel du PDCI-RDA, qui a d'ailleurs été désigné lors du congrès passé comme candidat. Du coup, j'ai envie de te demander pour que tu puisses bien continuer. Est-ce que cette ambition est légitime? Son ambition est légitime et je crois qu'il ne faut surtout pas éteindre les ambitions à l'intérieur des partis politiques, surtout pour des personnes de ce calibre-là. Et c'est justement pour cela qu'il a refusé d'intégrer le bureau de M. Thiam, parce que, a priori, il veut le défier après en tant que candidat à l'élection présidentielle. D'accord. Gandhi, tu me diras donc, le PDCI pourrait-il donc aller à l'élection en rang dispersé? J'exagère quand je le dis. On ne mettra pas donc le fou dans ce parti parce qu'on ne veut pas donc de rang dispersé ou d'incompréhension. Mais bon, la question, elle tient lieu quand même. Bon, déjà, il faut dire que parlant de Billon, c'est tout à fait logique, parce que c'est une suite logique en fait de ses velléités. Déjà depuis le président Leb, du président Bédié, il avait affiché clairement ses intentions de briguer la magistrature suprême sous la houlette du PDCI. Et aujourd'hui, déjà, avec ce qui se passe, il n'est pas président du PDCI quand on sait que dans la coutume, tous ceux qui sont déjà les présidents du PDCI, ceux qui sont candidats à la magistrature suprême. Est-ce qu'il va se plier au résultat de la convention, puisque c'est l'organe officiel pour décider du candidat du PDCI? Déjà, quand on voit Thiam et lui, ils sont de la même génération, ils ont à peu près les mêmes chances puisqu'ils sont tous les deux fortunés. Est-ce qu'il pourra se plier s'il perd les élections à la Convention? On attend de voir. Mais je pense qu'il y a une forte probabilité en fait, qu'il puisse aller en indépendance s'il n'est pas choisi par le PDCI. Donc, ce serait le boulevard pour le RHDP
face à la division du PDCI. Donc on attend de voir, mais je pense que c'est un candidat sérieux parce que c'est son heure, comme il le dit lui-même, et on attend déjà de voir. Est-ce que c'est cela que souhaitent les militants de ce parti, donc voir le parti aller en rang dispersé? Je ne crois pas. Déjà, avec tout ce que le PDCI a connu aujourd'hui, l'important pour eux, c'est d'aller en rang serré. Et même s'il ne le dit pas officiellement, comme Arnaud l'a dit, il faut dire que Bion, depuis longtemps, avait affiché ses intentions, mais est-ce qu'il pourra être véritablement le choix du PDCI? On attend la convention. D'accord. Alors Isabelle Vauvor, Jean-Luc Billon tisse sa toile, sur ses réseaux sociaux. Quelle est la stratégie qu'il adopte? Voilà. Alors clairement, il est de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. On a l'impression en tout cas qu'il est officieusement en campagne. Il a lancé une chaîne WhatsApp sur laquelle donc, il a un rendez-vous tous les jeudis donc, avec la question brûlante du follower. Et là, cette semaine en tout cas, il y a un de ses followers, M. Kofi, qui lui posait donc cette question. Je ne connais pas votre femme, je ne sais pas combien d'enfants vous avez, je ne sais pas si quand vous serez président, vous serez à l'écoute de mes préoccupations. Et si vous êtes conscient de mes problèmes actuels, quelle garantie ai-je de croire en vous? C'est une belle question pour qu'il déballe tout, en fait. Exactement. Alors, justement, il a tout déballé parce que j'ai envie de dire, dans la réponse, en tout cas, qu'il a eu à donner à ce follower-là qui a été rendu public, moi, ce que je comprends, c'est qu'il dit clairement qu'il n'a pas quitté le pays 24 ans pour revenir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Et clairement, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qu'il est véritablement en train de titiller Thiam en répondant à la question de ce follower-là, implicitement. D'accord. Est-ce que c'est une pique à l'endroit de... je te coupe pas, à l'endroit de Thiam, est-ce que c'est une pique? Oui, clairement, c'est une pique. Et on a l'impression, en tout cas, qu'il y a une guerre intestine, en tout cas, qui est en train de se préparer, une guerre au niveau du PDCI. Et on a bien envie de voir ce que ça va donner par la suite. D'accord. Gandhi, est-ce que vous pensez que la bataille est lancée entre Thiam et Jean-Louis Billon? Oui, la bataille est lancée déjà depuis longtemps, parce que Thiam, déjà, on vous l'a dit, sous l'ère Bédi, il était déjà candidat, il avait déjà affiché ses intentions. Donc la bataille est déjà lancée, c'est une sorte de guerre froide. Et cette bataille-là va véritablement s'exprimer, je pense que lors de la convention ou après la convention. Mais la bataille est déjà là. Le candidat, puisque Thiam l'a dit clairement, il veut diriger le PDCI pour pouvoir être président de la République, puisque c'est la coutume chez eux. Le président du parti est automatiquement candidat en passant par la convention. Là, Bion, qui est aussi assez fort, mais n'a pas encore les rênes du parti, c'est la convention qui lui reste. Bien évidemment, il y aura bataille entre les deux. Y a-t-il des chances que, refusé par ses pairs, là je m'adresse à Aïcha, il aille en indépendant? Je parle de Jean-Louis Billon. Alors, oui, alors déjà, je voulais saluer la modernité de son approche stratégique, on va dire. Utiliser les réseaux sociaux. Moi, qui ai une férue de digital qui évolue là-dedans, je ne peux que saluer ça. En plus, il annonce aussi un panel sur TikTok pour répondre aux questions directement à la population. On parle de coutume. Gandhi en a parlé. Justement, il fait un petit peu barrage, pas barrage, mais coutume, modernité, quoi. Donc je pense qu'il a compris un peu qu'on vit dans une ère de digital et qu'il faut s'adapter. Et puis modernité aussi par rapport au fait que traditionnellement, comme Gandhi l'a dit, coutumièrement, c'est le président qui d'office se présente pour être candidat à la présidentielle. Et bien là, il dit non. Donc, par contre, on ne pourra pas mesurer justement sa popularité véritablement auprès de son parti et à l'extérieur, puisqu'il a été ministre, donc il a été nommé et pas élu. Et il ne sera pas forcément... il n'a pas non plus été élu comme président du PDCI. Donc, c'est vraiment aux primaires du PDCI qu'on On peut dire que c'est un parti démocratique, comme son nom l'indique, donc, qui exerce la démocratie en son sein, en donnant l'occasion à tout le monde de se présenter avec des primaires. Oui, alors pour l'instant, je ne sais pas s'il est candidat officiellement. En tout cas, les éléments de langage nous laissent penser qu'une campagne, principalement sur le digital, en tout cas une pré-campagne va arriver. Et c'est très bien parce que les Ivoiriens sont sur le digital. Il faut aller là où sont les électeurs. C'est exactement ça. Arnaud. Oui, je tiens quand même à préciser qu'il avait voulu être président du PDCI-RDA, mais il n'avait pas satisfait aux différentes conditions, en tout cas en croit les différents communiqués du PDCI. Donc, il avait voulu justement passer par cette voie, parce que traditionnellement, comme le dit Gandhi, dans nos pays en tout cas, et dans le PDCI en particulier, le président du parti est naturellement le candidat à l'élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une guéguerre entre les deux? Je ne sais pas et je ne crois pas, mais en tout cas, chaque fois qu'il y a concurrence pour un poste, que ce soit en politique ou en dehors, forcément, il y a une forme de rivalité qui s'installe. Maintenant, il ne faut pas que cette rivalité aille au-delà des primaires, parce que en face, on a un parti RHDP qui est extrêmement soudé. Bon,
pas tellement, mais en tout cas qui est extrêmement fort au vu des résultats électoraux précédents, à la fois municipal comme régional ou encore même législatif passé. On se rend compte que le parti RHDP en ordre de bataille et ce serait dommage pour le PDCI d'arriver à l'échéance 2025 en étant dispersé. Il faut que la convention se fasse, il faut qu'elle soit ouverte, que peut-être le PDCI sorte de sa coutume de consensus parce que le consensus parfois éteint toute velléité de diriger le parti ou de prétendre à des postes dans le parti. Et il faut que très vite, après la convention du PDCI, le parti se resserre pour pouvoir affronter le RHDP. S'il y a élection, préélection, pré-campagne, préélection, il n'y a plus de consensus. On est en démocratie, on part à l'élection. Oui, tout à fait, parce que lors de l'élection du président du PDCI, le parti a tenté de faire un consensus au niveau des candidats. On a discuté avec les candidats, essayé d'avoir un candidat consensuel. C'est peut-être bien pour l'unité, mais ce n'est pas toujours top pour la démocratie interne dans le parti. Si cette paire, Isabelle Vauvore, arrivait donc à le choisir, à désigner Jean-Louis Billon, quelles sont ses chances à cette élection en 2025 ? À l'élection présidentielle 2025 de la Côte d'Ivoire ou bien l'élection... À l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Alors, j'ai envie de dire il a quand même ses chances. S'il arrive, en tout cas, déjà la première bataille pour Jean-Louis Billon, c'est d'abord d'être choisi comme candidat au niveau de son parti. Une fois qu'il sera choisi, il sera face donc au candidat du RHDP, qui est une grande force, aujourd'hui la première force politique en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce qu'il aura ses chances ? Je ne sais pas. Ses chances sont assez minimes. Mais quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais en tout cas revenir un peu sur le parcours même de Jean-Louis Billon et surtout le contenu du message qu'il a eu à donner récemment à la suite donc, de la question de son follower. Parce qu'il a beaucoup parlé en tout cas du fait que ses enfants aient été scolarisés en Amérique, du fait que voilà, lui aussi, il a eu à faire son parcours scolaire ici en Côte d'Ivoire. Mais foncièrement... Qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous, ce qu'on attend, par exemple, de Jean-Louis Billon, c'est qu'il nous dise, en tant qu'élu, en tant que maire, en tant que ministre, ce qu'il a eu à faire, par exemple, pour le développement de Dabakala, pour la région du Hambol, pour le développement même de la Côte d'Ivoire. Mais ça, on n'a pas eu ça, en tout cas, dans la substance du message qu'il adresse jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, vraiment, c'est la question qu'on pourrait se poser avant même qu'on aille plus loin et qu'on prétende, en tout cas, avoir une candidature à l'élection présidentielle de 2025. Très bien. Et d'un autre côté, donc là je m'adresse à Arnaud, si jamais ses pairs ne le choisissent pas, Jean-Louis Billon, et qu'il part en indépendant, est-ce que cela pourrait fragiliser le PDCI-RDA, le parti? Déjà, il avait auparavant la possibilité d'aller en indépendant parce que lorsqu'il n'a pas été désigné par son parti comme candidat du parti pour la présidentielle, qu'on avait en face M. Henri Konan Bédié, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié, il n'est jamais allé en candidat indépendant. Et chaque fois qu'il a été interrogé sur le sujet, il a toujours clamé qu'il serait candidat du PDCI. Donc, a priori, en tout cas, à en croire ses propos, il n'a pas l'intention d'aller en candidat indépendant. Pas de candidature sans bannière PDCI. Tout à fait. Mais vu la tournure des choses, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut envisager. Parce que je le rappelais, il a 60 ans bientôt, il est né en 64, donc il aura 60 ans en décembre. Il a quasiment le même âge que Thiam, le président Bédié n'est plus. Il est aussi légitime que tous les autres cadres du PDCI-RDA et il sent que la chose pourrait lui échapper par les mains de quelqu'un qui n'a pas fait forcément qui n'a pas été de tous les combats en fait, du PDCI. Est-ce qu'il a ses chances d'être élu d'être désigné candidat du PDCI? Je pense que ses chances sont minces. Parce que quand on regarde le président Thiam, il a été élu comme président du parti avec plus de 96% des voix, pour dire qu'il y a une forte adhésion, en tout cas des militants du PDCI. Et ce sera assez compliqué pour lui d'arriver à convaincre l'ensemble des bases du PDCI. D'accord. Alors, Jean-Louis Billon, quand il affirmait pas de candidature sans bannière PDCI, c'était peut-être parce qu'il était en face du vieux. Le chef du parti, le défunt chef du parti, le président Henri Konan Bédié, aujourd'hui qu'il n'est plus de ce monde et qu'il a en face de lui quelqu'un de sa génération. Est-ce que cela pourrait changer? Il pourrait changer d'avis là-dessus? Je pense que la vie est dynamique. On peut toujours changer en fonction des circonstances. Mais déjà, ce que je peux dire, Jean-Louis Billon peut être indépendant à une condition. Si la convention du PDCI n'est pas un organe en fait, ouvert, transparent, et qui se sent frustré, en fait, c'est bien évidemment qu'il va être candidat indépendant. Donc aujourd'hui, le PDCI a l'épreuve en fait, de son nom, et véritablement qu'il soit un parti démocratique. On va à une convention où Thiam aussi aura l'occasion, pour une première fois, d'affronter
lancer quelqu'un, parce que là, vous constatez avec moi qu'il est allé à la chose, comme on appelle, à la présidence du PDCI, il a été tout seul, il a été plébiscité. Mais est-ce que cette fois, pour une convention, on aura 2 candidats, plusieurs candidatures? Je pense qu'à travers cette convention, si elle est véritablement ouverte, Thiam, s'il a perdu, il va reconnaître qu'il a perdu, s'il a gagné. Mais une fois, je pense qu'il ne se laissera pas faire. Est-ce qu'on vote un président d'un parti pour ne pas qu'il soit le représentant du parti à une élection présidentielle, surtout qu'il a été voté à 96%? Est-ce que Jean-Luc Billon ne part pas dans une guerre qu'il a perdue d'avance? Arnaud l'a dit, hein, il a essayé de se présenter. En tout cas, M. Tidjane Thiam, le président Tidjane Thiam, n'avait qu'un seul concurrent en face, c'est M. le maire Jean-Marc Cassé, je crois. Donc on ne peut pas mesurer puisqu'on n'a pas eu de concurrent, ce concurrent-là en tout cas en face. Là, je pense que pour l'instant, on ne peut que spéculer et qu'on saura dans les prochaines heures, dans les prochaines semaines, véritablement avec leur élection officielle de candidat, on verra sa mesure en fait de popularité réellement. Là, on ne peut pas mesurer réellement. D'accord. La jeunesse. C'est l'arme forte donc, de ce parti aujourd'hui, le PDCI. Comment mesure-t-on l'impact de ces 2 candidats auprès de cette jeunesse aujourd'hui? Comment mesurer l'impact de ces 2 candidats? L'influence de ces 2 candidats sur la jeunesse. Écoutez, on ne peut pas véritablement mesurer leur influence aujourd'hui, sauf à travers les mouvements de soutien qu'on voit part et d'autre qui sont en train de fleurir. Je sais qu'en tout cas, Tidjane Thiam a énormément de soutien au niveau de la jeunesse. Il plaît à la jeunesse parce qu'il a un parcours, en tout cas, qui est fédérateur et surtout qui est inspirant pour tous les jeunes. À côté de ça, il y a aussi Jean-Louis Billon, qui est tout aussi jeune que Tidjane Thiam, enfin relativement jeune que Tidjane Thiam, qui a un parcours tout aussi inspirant. Voilà, d'aucuns diraient, voilà, il est né avec une cuillère en or dans la bouche, mais il faut reconnaître aussi à Jean-Louis Billon qu'il est le premier employeur ivoirien en Côte d'Ivoire. Après l'État. Oui, après l'État. Donc du coup, c'est quelque chose aussi qui pourrait peser dans la balance et qui pourrait en tout cas appâter les jeunes autour de lui. D'accord. Non, après mais juste pour terminer, mais quand il parle, par exemple, de ces enfants qui ont fait leurs études aux États-Unis, etc., est-ce que c'est une façon pour nous aussi de dire que dans son projet de société, il fera de l'éducation, en tout cas de l'accès à l'éducation d'excellence pour tous une réalité, une priorité? J'ai bien envie de voir en tout cas son programme et si c'est le cas, ça pourrait éventuellement entraîner la jeunesse davantage à Je suis d'accord avec toi que cette sortie-là, quand même, montre quelques bribes de son programme à venir, quand on parle d'éducation, tout ce qu'il signale. C'est probable, pardon, je préfère pas m'avancer, mais c'est probable. Je voulais juste dire qu'un baromètre aussi, ça peut être les réseaux sociaux, effectivement. Bon, c'est un peu, on prend ça un peu comme superflu, mais aujourd'hui, c'est devenu un baromètre. Absolument. Effectivement, le nombre d'abonnés, le nombre de machins, ça peut être des indicateurs, comme on appelle ça, de performance, peut-être au niveau des électeurs. Maintenant, ils donnent un rendez-vous, les rendez-vous du jeudi. Et je veux dire, en pré-campagne, c'est très important de donner un rendez-vous à telle heure. En fait, il a compris les codes du digital. Et on va voir ce que ça va donner. Mais de donner un rendez-vous, déjà, ça veut dire que les gens vont être curieux et aller à son écoute, en fait. Moi, je pense que si j'étais les autres partis, je ferais pareil. D'accord. Les réseaux sociaux, c'est bon, mais sur le terrain, quel est son poids? C'est bon, les réseaux sociaux, mais tous les votants ne sont pas sur les réseaux sociaux. C'est la jeunesse, tout de suite, qu'on impacte, qu'on arrive à toucher rapidement, parce que c'est elle qui est sur les réseaux sociaux, mais en dehors. Quelles sont les forces de Jean-Luc Billon? Il n'y a pas que la On peut en parler? Oui, moi je pense qu'en termes de force, Thiam pas avantagé très clairement parce qu'il est président du parti, il a tous les instruments du parti, il peut organiser des tournées au nom du parti, il peut organiser des meetings au nom du parti, ce que ne peut pas faire forcément Monsieur Jean-Louis Billon. Donc il y a cet avantage de la machine du parti qui est à la disposition du président. Il va s'en servir à la fois pour renforcer les forces du PDCI, les bases du PDCI, et on l'a vu, la démonstration qui a été faite récemment à Soubré, avec le meeting du PDCI, où il s'est entretenu avec les militants, mais pas que. Donc, ayant ces différents instruments, très clairement, il n'est pas favorisé. Et puis, deuxièmement, il y a le fait qu'une partie de l'opinion publique accorde à M. Thiam le bénéfice de s'être peut-être échappé du pays pendant un moment, mais en tout cas de n'avoir pas participé à tout ce qui serait fait ou méfait de la politique. Échappé, peut-être absent, mais pas échappé quand même. Oui, c'est pas échappé. Non, je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Au contraire, les gens estiment que ça peut être une force parce qu'il n'est pas mêlé à toute forme de faits et méfaits de la politique récente en Côte d'Ivoire. Il a
un regard plutôt original. La seule chose dont on se souvient vraiment de lui, c'est la direction du BNet qu'il a conduit pendant un certain nombre de temps avant d'aller, et puis sa carrière également de banquier dans différentes banques au niveau international. Donc, il a peut-être ce désavantage de ne pas avoir été sur le terrain auprès des militants. Ça, il est en train de combler ce vide-là avec l'appareil du parti et la présidence du parti. Et puis, en même temps, il a l'avantage de ne pas être mêlé à tout ce qui a été précité. Et c'est ce que je disais aussi récemment sur ce plateau quand je parlais par exemple de Tidiane Thiam en disant qu'il faisait une fuite en avant, et c'est ce que beaucoup lui reprochent en fait, même souvent dans ses sorties, et notamment sa récente sortie quand il parlait de chantage. Quand on fait de la politique, et notamment la politique africaine comme on la connaît là, c'est fait pour les... Enfin, désolé du terme que je vais utiliser, mais c'est fait pour les garçons. Et j'en prends pour référence par exemple le député Tiemoko Assalé. Qui, lui, quand il est menacé, ou en tout cas il est sous le coup de quelque chose d'assez dur, mais il y va frontalement, il dénonce en fait sur les réseaux sociaux, il fait un communiqué où il dit voilà, telle personne me menace ou tel parti me menace, etc. Et il prend l'opinion publique nationale et internationale à témoin. Et c'est ça faire de la politique. C'est pas faire de la politique en mettant un pas en avant, un pas en arrière, on ne sait pas où tu vas, ou alors tu quittes le pays pendant longtemps, après tu reviens, on ne sait pas. Bon, bref. Toujours est-il que les deux, que ce soit Jean-Louis Billon ou Tidiane Thiam, les deux ont de très beaux parcours. Après, ce qu'il en est de la politique qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire, chacun ira en tout cas avec ses armes et on verra bien ce que ça va donner par la suite. Le PDCI-RDA est un parti de consensus. Vous allez réagir, vous allez continuer à réagir, mais on va se permettre d'utiliser nos panonceaux. Si on est d'accord, pas d'accord, j'ai trouvé une question pour vous, n'est-ce pas? Bion va-t-il se rallier? Le PDCI étant un parti de consensus, de dialogue, est-ce que finalement, après un dialogue, Bion pourrait se rallier, d'accord, pas d'accord? Aïcha dit que je commence toujours par elle, se rallier au PDCI, à la candidature de Thiam, on va dire. À un consensus autour de Thiam. Autour de Thiam. Boyi? Là, c'est pas un avis, c'est une spéculation. Pas d'accord? D'accord. Je sais pas, on ne sait pas. On n'est pas dans sa tête, malheureusement, mais c'est compliqué de répondre à ça. Tu poses des questions rocambolesques. Oui, pour faire de la spéculation, on fait ça déjà donc, sur ce plateau de temps en temps quand même. Donc. Non, mais je veux dire que là, est-ce qu'il peut se rallier? A priori, non. Vu sa position, sa posture, il n'est pas allé... je dirais non. Donc c'est quoi? C'est pas d'accord, c'est ça? C'est pas d'accord. Puisque par rapport à... Ok, c'est pas d'accord. C'est pas d'accord. Pas d'accord, il ne va pas se rallier. Bon, les deux. D'accord ou pas d'accord? Tu ne sais pas, il pourrait se rallier, il ne pourrait pas se rallier. Les deux sont possibles. En politique, tout est possible. Tout est possible. Même récemment, on a vu des gens qui étaient contre certaines choses, qui ont accepté finalement. Je parle de l'appel de Gbagbo. Certains disaient non au début, oui à la fin. Ça va aller très vite. Et si on part sur la chronologie des choses? Oui, ce que je veux dire, c'est que la politique, je pense qu'on va être surpris. Surpris des ralliements qui peuvent se faire ou pas, donc on ne sait pas. Les gens vont du côté du pouvoir. On parlait tout à l'heure du RHDP qui a le nombre de places le plus puissant, enfin qui est le parti le plus puissant. C'est aussi parce qu'il est au pouvoir. Les gens vont vers là où le pouvoir se trouve en fait, par ralliement. Donc on ne peut pas... Je peux pas trop... D'accord. Quand on part sur la chronologie, pas d'accord pour Goyi, face au président Henri Konan Bédié, il s'est laissé faire, c'est le vieux qui est là, il n'y a pas de bras de fer avec le vieux n'est plus. Est-ce que s'il y a consensus, s'il y a dialogue, il pourrait se rallier ou rester encore sur sa position? Non, clairement pas. Il a clairement affiché ses ambitions, contrairement aux années précédentes. On l'a dit ici, on a parlé de sa stratégie, notamment au niveau digital. Très clairement, il est en campagne ou en pré-campagne. Donc, je ne pense pas qu'un quelconque consensus le ferait revenir ou renoncer à sa candidature. En revanche, je pense qu'il peut être favorable à un ralliement à Thiam après la convention aussi n'est pas désigné comme candidat. Là, peut-être que la question va se poser avec beaucoup plus d'acuité. Est-ce qu'il sera indépendant ou pas indépendant? Là, il pourrait se rallier. Mais avant, à une candidature de Thiam, je ne pense pas du tout. Pardon, je voulais dire aussi, on ne fait pas campagne seul. Hein. On a vu Biden être lâché par ses... On ne fait pas campagne seul aussi, c'est pour ça. Donc même si on a les moyens, comme Gandhi l'a dit, on ne fait pas campagne seul. D'accord. Gandhi. Déjà, Gandhi n'est pas d'accord. Oui, il a déjà clairement exprimé ça, parce qu'il a refusé de rentrer déjà dans le bureau que Thiam le poste que Thiam lui a proposé. Il n'est pas rentré au bureau de Thiam, donc ça veut déjà tout dire. Il n'est pas prêt à se rallier. Mais comme l'autre... C'est peut-être pour affirmer sa candidature donc à cette convention. Bien évidemment. Après la convention, il a dit non au bureau de Thiam. Il pouvait rentrer carrément dans le bureau pour dire bon, en fait, je suis prêt à le suivre tout et tout, mais pour se donner en fait bonne conscience, il a refusé. Mieux, la seule condition pour lui, pour qu'il puisse céder, en fait, c'est des élections claires, transparentes au niveau de la convention. Parce qu'on connaît aussi le PDCI qui est chaque fois habitué à trouver un consensus. S'il se sent frustré, automatiquement, ce serait un boulevard pour lui pour être candidat indépendant. Donc, Thiam et lui,
Il n'y a rien à faire, c'est deux dinosaures, c'est deux personnes qui vont s'affronter, c'est deux calibres. Et on est plus à l'aise d'affronter un homme de sa génération et de sa promotion que d'affronter un aîné, comme ça se passe en Afrique. Donc, à cet effet-là, déjà, vous pouvez savoir que le PDCI a des candidatures qui seront ouvertes au niveau de la Convention. D'accord. Isabelle Vauvor. Moi, je ne suis pas d'accord. Et Gandhi a marché sur ma langue parce qu'en fait, il a pris les mots, il m'a emprunté les mots de la bouche. J'espère qu'il t'en reste un peu. C'est une sage africaine. Elle emploie des problèmes. J'espère qu'il t'en reste un peu. Là, c'est Donc, en fait, moi, je pense qu'il va aller jusqu'au bout. Depuis le temps de Henri Konan Bédié, il avait déjà dit qu'il serait candidat. Il a refusé d'être sous la coupole de Thiam en refusant de rentrer dans son bureau. Il s'affiche de plus en plus. Il prend davantage de galons. Il est beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux. Il fait des actions de proximité vis-à-vis de ses followers, vis-à-vis des militants, etc. Donc, les actions vont monter crescendo et je pense qu'il ira jusqu'au bout. Et c'est peut-être, tu avais fini ? C'est peut-être parce qu'il, justement, peut-être, je dis bien peut-être, veut se détacher de son parti, qu'il prend directement le pouls des réseaux sociaux, de l'électorat, des gens. Il va directement... Il ne veut peut-être pas, voilà, il mesure. En réalité, il est juste en train de couper l'herbe sous les pieds de Thiam en commençant déjà sa campagne officieusement. Parce qu'il sait très bien comment est-ce que ça pourrait en tout cas se passer au niveau de la Convention. On sait plus ou moins quels sont ceux qui vont voter au niveau de la Convention, qui pourraient être en tout cas déjà adoubés les uns et les autres par le président donc, du parti, donc Thiam. Donc il est en tout cas en train de leur dire, malgré tout ce qui va se passer autour, moi, je reste factuel, je reste droit dans mes bottes, je suis candidat et j'irai jusqu'au bout. Et ce sont des signaux, en tout cas, qui montrent qu'il ira... Merci à vous tous. La question reste posée. Boutiste. Qui pour le PDCI RDA donc à l'élection présidentielle de 2025, ça se saura après cette convention. Nous on reste à l'écoute, on en parlera bien sûr quand le moment sera revenu sur ce plateau. On va y aller donc pour le prochain sujet d'actualité, c'est dans un instant. Et c'est l'info du jour. Cette info du jour parle de la coalition donc des partis de l'opposition. L'appel de Bonoa lancé par le président du PPACI, Laurent Gbagbo, est en train de faire écho derrière, d'avoir écho. Après la première réaction de Pascal Affi N'Guessan, c'est maintenant celle originaire donc, du lieu de cet appel, l'ex-épouse Simone Gbagbo qui réagit. Est-ce que tout le monde a entendu cette réaction? On va en parler sur ce plateau tout de suite avec notre premier intervenant. Gandhi. Oui, on attendait l'appel de Laurent Gbagbo, l'appel arrivé depuis le 14 juillet, ce qu'on peut appeler l'appel de Bonoa. Et suite à cet appel-là, on attendait déjà des voix. Et la première voix qui s'est exprimée, c'est celle du président du Front populaire ivoirien, Affi N'Guessan. Mais juste après lui, l'ex-compagne du président Laurent Gbagbo s'est su exprimée avec des conditions, cette fois encore. Puis bon, dans tous les cas, qu'est-ce qu'on retient? Déjà, à travers son porte-parole, le professeur Traoré Dominique, qui a dit qu'ils étaient déjà favorables à cette union, à des conditions. Ils sont prêts à aller à cet appel à condition que ce soit en fait, pour des élections transparentes, des élections ouvertes qui se mettent ensemble. Et que déjà, c'était déjà un pas applaudi dans la mesure où, par le passé, le président du PPACI était déjà réfractaire à ce genre d'union. Déjà, bien avant ça, Simone Gbagbo avait déjà appelé à l'unité de l'opposition. Ce premier appel de Simone Gbagbo avait été quelque peu refusé par... Oui, il ne le disait pas parce que déjà dans ses premières positions, il avait dit qu'il n'était pas venu unir la gauche. Et cette fois, il change pour dire qu'il veut toute l'opposition. Mais le MGC a clairement exprimé en fait son accord pour un appel où tout le monde peut se retrouver pour l'intérêt général. Voilà. C'est clair, c'est clair. Est-ce que ce n'est pas un appel du pied que de faire cet appel, c'est un jeu de mots, depuis Bonoa à Simone Gbagbo qui réagit finalement? Oui, alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai énormément d'admiration pour les femmes qui sont politiques de par leur courage et surtout leur force mentale. Il faut aussi rappeler que, comme il l'a dit précédemment, c'est Simone Eïvé Gbagbo qui a été la première, en tout cas, à faire cet appel à l'union. C'était donc le 4 mai 2024 à Bondoukou lors de la célébration de la fête des libertés. Et malgré les humiliations qu'elle a subies, elle a aussi demandé au chef de l'État de prendre une loi d'amnistie, justement, pour son ex-époux. Pour qu'il puisse être candidat. Exactement, le président Laurent Gbagbo. Après, moi, dans le contenu même de cet appel de Bonoa, je vois qu'il y a un peu une inconséquence.
Le président Laurent Gbagbo, on l'a toujours connu pour être un féru, en tout cas défenseur du multipartisme, etc., qui aujourd'hui, en fait, veut nous emmener dans ce qu'on pourrait appeler un bipartisme, c'est-à-dire 2 blocs de partis politiques qui pourraient éventuellement s'affronter à l'élection présidentielle de 2025. Même si on pourrait me faire croire que oui, la politique, c'est la saine appréciation des circonstances du moment, etc., moi, je trouve que ça reste tout de même une inconséquence sur ce point-là. Mais quoi qu'il en soit, moi, la lecture que je fais aujourd'hui de tout ça et des réponses que je vois ça et là, parce que hier déjà, il y a, comment dirais-je, Afin Guessan qui répondait à cet appel de Benoît. Aujourd'hui, c'est Simone Gbagbo qui répond à cet appel de Benoît. Mais personne, en tout cas, n'a dit clairement « oui, je rejoins Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo ». Eux tous pose des conditions. Et moi, en fait, ça me laisse... C'est un peu comme si ça serait un rassemblement d'une enveloppe vide, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos, parce qu'ils savent tous, en tout cas, que Laurent Gbagbo n'est pas éligible, parce qu'il est sous le coup, en fait, d'une condamnation judiciaire. Il n'est pas éligible, mais pour le moment, il ne l'est pas. Donc voilà. Donc moi, j'estime, en tout cas, que cet appel qu'il a fait, c'est un appel en tout cas pour couper l'herbe sous les pieds de Tidiane Thiam, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'il a toujours été un opposant historique, en tout cas depuis, avec Félix Houphouët-Boigny, avec le président Alassane Ouattara, etc. Il a toujours été un opposant historique. La deuxième raison, c'est parce qu'il a été aussi un ancien chef d'État. Et donc, de fait, il se positionne comme étant le leader incontesté de tous les leaders de l'opposition. Et troisième raison, tout simplement parce qu'on est en Afrique et le droit d'aînesse, on sait que ça compte pour beaucoup. Aujourd'hui, il a 79 ans, donc il est l'aîné de tous les leaders de l'opposition. Donc pour ces 3 raisons, en tout cas, il prend sur lui, même s'il se dédie, parce qu'il avait dit précédemment qu'il ne serait pas le leader de l'opposition, il se dédie et il va donc à cet appel à l'union. Mais finalement, que vaut cet appel? Que vaut cet appel? Que vaut cet appel? Parce que aujourd'hui, parce que le PDCI n'a pas encore répondu, donc je parlerai donc de la gauche, voilà, parce que c'est la gauche qui est en train de réagir en ce moment. Que vaut cet appel? On sait très bien que Simone et Yves Gbagbo, ces candidats aux dernières élections, même dans son fief à Benoît, personne n'est passé. C'est comme si on est entre nous, voilà, et puis ensemble, on forme une enveloppe de 10 000 francs CFA. Et puis on se sépare, chacun part avec ses 500, ses 2 000, ses 3 000, etc. Et puis finalement, je vous dis, écoutez, revenons ensemble. Et puis, on va faire projet de 50 000. Est-ce que c'est viable? Ce n'est pas viable. D'accord. On faisait 10 000, on va faire 50 000 en commun. Donc, pour moi, ce n'est pas viable, en tout cas, tout ce projet-là. Et il y aura beaucoup de réponses, mais pour moi, ça ne va pas, ça ne va aller nulle part. D'accord. Est-ce que, là, je m'adresse à Arnaud Goï, cette union sacrée est-elle en train d'être formée, même si, comme Isabelle Vauvor le dit, il n'y a pas de oui formel pour le moment? Oui, il n'y a pas de oui formel, mais je voudrais réagir très rapidement sur un point. Je ne pense pas que former une coalition est une entrave ou empêche le multipartisme. On connaît de nombreux pays, même aux États-Unis, où il y a 2 grands blocs, etc. Le multipartisme, ça commence déjà à partir de 2 ou 3 partis. C'est un bipartisme. Oui, mais c'est un multipartisme quand même. Mais ça reste un bipartisme. C'est un multipartisme. Si on a un candidat du PDCI, un candidat de la gauche et un candidat du RHDP, on est dans le multipartisme. De toute façon, le consensus, les unions ne datent pas d'aujourd'hui quand même. On ne parle pas tous ensemble, attention. On a constaté ça aux élections présidentielles de 2010 déjà, où il y avait LMP et en face, il y avait le PDCI et l'ex-RDA qui ont fait le RHDP. Donc, il y a toujours 2 blocs à un moment donné. Donc, il n'y a pas péril à la demeure. Puis, ce n'est pas nouveau, on a même eu le Front républicain avec le RDR et le FPI. Moi, je parle juste de l'inconséquence. Très bien. Est-ce que le président Laurent Gbagbo n'est-il pas en train de regretter, tu vas continuer là-dessus, donc d'être sorti du FPI, finalement, et de se retrouver tout seul avec le PPACI en faisant cet appel? Non, je crois que c'est une décision qu'il assume. On sait les différentes difficultés, problèmes qu'ils avaient eu au sein du FPI. Il y avait à la fois des questions d'ego, de texte. On ne va pas refaire ce débat-là peut-être, mais une chose est claire, il assume très clairement le fait d'avoir créé le PPACI, mais je pense surtout qu'ils sont aujourd'hui réalistes sur les forces. Isabelle Vauvor le disait, lorsqu'on regarde les différents résultats électoraux, MGC n'a pas vraiment eu d'élus en termes d'élections régionales ou municipales. Quand on prend le PPACI lui-même, n'a même pas pu avoir 10 élus et 0 élus au niveau des régionales. Quand on prend le COGEP n'a même pas été aux élections précédentes. Et les dernières élections auxquelles a participé le COGEP, c'est vrai que Blé Goudé était encore détenu, mais il n'y a eu aucun élu au niveau du COGEP. Donc ce sont plusieurs partis qui sont en difficulté chaque fois qu'il s'agit d'élections.
Mais contrairement à vos voix, je pense que s'ils arrivent, et là il faut encore y arriver, s'ils arrivent à effectivement s'unir et à faire taire leurs différends pour pouvoir se mettre ensemble, je pense qu'ils peuvent créer une dynamique qui risque d'être intéressante. Maintenant, est-ce que cette dynamique va véritablement se créer? Parce que, comme on le disait, personne n'a formellement dit oui encore. Et je ne suis pas très sûr que le PDCI rejoindra cet appel. Même s'il rejoint cet appel, abandonnera par exemple son candidat pour rallier une candidature du PPACI. À la limite, on peut avoir... Ou le contraire, peut-être. Non, mais... Ou le contraire, peut-être. Pour te permettre de parler quand même, il y a une réaction qu'on attend de cet appel depuis, c'est la réaction du fils, Blé Goudé, qui n'a pas parlé au père, quand même. Depuis que tous les deux sont rentrés, laisse-moi terminer, depuis que tous les deux sont rentrés, qui n'a pas parlé au père, est-ce que c'est une occasion pour les deux hommes, père et fils, entre griffes, une occasion de se rapprocher et de recommencer donc à communiquer? Non, déjà, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord dire quelque chose. J'ai l'impression qu'on veut torpiller l'appel de Benoît, comme si... Alors que l'appel... Oui, non, c'est l'impression que je donne quand j'écoute Isabelle. J'ai l'impression qu'on veut minimiser cet appel. L'appel a été clair. C'est vrai que des gens ne disent pas non, ils ne disent pas oui formellement, ils disent non plus non. Ils disent... Tout le monde est favorable à l'appel, même s'ils ne répondent pas. Oui, nous sommes d'accord, mais ça va dépendre plus ou moins de ce que... Et ils sont prêts, parce qu'ils sont condamnés à être ensemble. Surtout qu'ils ne sont pas le gouvernement. Ils attendent juste d'avoir le contenu. Justement, dans le contenu, ils sont condamnés à être ensemble, même que ce soit avec le PDCI. L'idée de l'appel, ce n'est pas de dire on a un candidat unique. L'idée de l'appel, c'est qu'on se met ensemble pour pouvoir dégager le gouvernement qui est là. Maintenant, ce que je voulais dire concernant Charles Blé Goudé, il va répondre avec le temps, il se donne le temps. Ça viendra tôt ou tard. Même le PDCI, qui est le plus grand parti à l'heure actuelle après celui du pouvoir, aura l'occasion de répondre. On fait quoi par rapport au gouvernement? C'est ça le contenu de l'appel. On se met ensemble, on pose des conditions et on verra ce qu'on doit faire. Donc c'est un appel, en fait, que je pourrais dire c'est un appel salutaire. Ben, c'est vrai qu'il y a encore des ressentiments parce qu'il y a eu trop de frustration, mais je pense que quand on voit déjà l'exemple du président du PDCI d'alors, Feu Bédier, et le président actuel de la République, à un certain moment donné, ils se sont froissés, ils se sont mis ensemble. C'est toujours possible qu'ils se mettent ensemble et le temps va jouer sa partition. Pourquoi le président Gbagbo ne va pas alors au corps à corps? Pourquoi lance-t-il un appel de façon élargie? Pourquoi n'est-il pas allé au corps à corps? Oh, mais il a envoyé ses lieutenants pour faire le corps à corps. Il a déjà dit ses collaborateurs ils feront le corps à corps. Et puis dans tous les cas, comme l'autre l'a dit tout à l'heure... Oui, dans l'appel, il a dit ses collaborateurs iront. Même s'il a parlé en balisant déjà avec des conditions. Mais l'idée essentielle, vous avez écouté déjà Afi qui l'a dit, il dit bon, pour l'intérêt général, il y a Simone aussi qui dit en fait, pour tout ce qu'il y a... Ils ont des conditions communes. Ils sont condamnés à être ensemble. Comme on le dit, pour tout ce qui va les lier, il n'y a rien à faire. Ils vont se mettre ensemble. Donc, qu'il le veuille ou pas, l'appel est peut-être tardif, on peut le dire, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de torpiller cet appel-là. C'est un appel qui est bienvenu parce qu'en face, je finis, en face, il y a un gouvernement qui est fort, il y a un parti, le RHDP, et pour pouvoir le dégager véritablement, il n'y a que l'union qui peut faire la force. L'union peut faire la force, certes, mais cette union-là, pour moi, n'est pas viable parce que les querelles intestines sont trop grandes. Si c'était le cas, il y a longtemps qu'ils se seraient mis ensemble. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ils se mettent ensemble pourquoi ? Pour aller dégager le gouvernement qui est là, pour reprendre en fait leurs termes. Ça, ce n'est pas un projet viable. On parle en fait de projet de société, on parle en fait du développement de la Côte d'Ivoire, mais proposez-nous des choses qui sont factuelles. Non, mettons-nous ensemble pour enlever lui là. Mais ça, ce n'est pas un projet. Pour moi, ce n'est pas viable. Peut-être que les choses se font les choses se font. Il faut déjà arriver donc, à prendre le pouvoir. Non, mais quand il y a une gauche, normalement, on devrait avoir une vision. Il faudrait quand même avoir une vision commune. Il y a eu le G7 sous Babolo. Attention, j'interroge, s'il vous plaît, j'interroge. Il faut quand même rappeler que c'est un appel à l'union. On ne connaît pas le contenu. On ne connaît pas le contenu. Comme le disait Gandhi, ces lieutenants vont sûrement approcher les autres, mais on ne sait pas également quelle forme prendra l'appel. Est-ce que ça sera autour d'une candidature unique? Est-ce que ça sera autour d'un projet? Est-ce que ça sera, par exemple, pour soutenir celui d'entre nous qui va au second tour? Est-ce que ce sera pour écrire un programme commun? On ne sait pas encore. Donc, on ne peut pas affirmer dès maintenant que c'est juste un projet pour dégager le Mais j'ai donné un exemple. On va permettre à Aïcha de réagir quand même sur la question parce qu'elle est restée longtemps. Projet de 50 000. Très bien, Aïcha. Moi, je voulais dire que j'ai un profond respect pour le président Laurent Gbagbo pour avoir apporté le multipartisme ici dans ce pays. Il n'était pas tout seul, hein. Il était avec son ex-femme, Mme Simone Gbagbo. Après avoir dit ça,
Je ne sais pas qui, au vu des résultats des dernières élections, toutes confondues, si c'est lui qui doit appeler les gens ou si c'est lui qui doit aller vers les gens, en fait, au vu des élections, des chiffres, hein, je ne sais pas. Ensuite, les éléments de langage qu'a utilisé le porte-parole de Mme Gbagbo sont très clairs. Elle remet les pendules à l'heure, en fait. Je ne sais pas si c'est un règlement de compte, mais elle délimite, elle lui rappelle qu'effectivement, elle l'a annoncé, elle a demandé. Elle a appelé au rassemblement, pardon, il y a quelques mois. Elle l'a appelé aussi à un cadrage de ce rassemblement. Ils ont déjà commencé il y a quelques mois. Et elle lui rappelle que c'est lui qui a refusé, justement, c'est lui qui a voulu faire candidat à part, un peu comme un mercenaire. Donc ça, je pense qu'il faut le relever. C'est peut-être un début de règlement de compte, ou voilà. Mais c'est une grande dame. C'est une grande dame parce qu'elle a quand même gardé les bras ouverts, en rappelant qui a été plus sage que l'autre. Sa bouteille à la mer, je pense qu'elle n'a pas encore été réceptionnée par tout le monde. Monsieur Charles Blé Goudet a légitimement le droit de prendre son temps pour répondre, au vu du refoulement, l'humiliation, je pense aussi quelque part, qu'il a eu depuis qu'ils sont revenus dans le pays. Donc voilà, je pense, et aussi, je me demande s'il n'y aura pas conflit d'intérêts, je terminerai là-dessus, parce que monsieur Charles Blé Goudet a annoncé, je pense clairement, qu'il serait de la partie en 2025, après... Peut-être, voilà. Donc on est sur des ambitions personnelles. Pour être il n'a pas affirmé complètement qu'il sera de la partie. Il dit, vous entendez parler de moi, mais est-ce qu'il a dit que je serai candidat? On n'a pas entendu. D'une manière ou d'une autre. Il a dit, et je cite pour reprendre ces termes, 2025 ne se fera pas sans moi. Ne se fera pas sans moi. Mais de quelle façon? Voilà, de quelle façon? Il y a quand même des ambitions personnelles. Je pense qu'ils ne sont pas cachées. Il a fait une tournée médiatique il n'y a pas longtemps. Il fait régulièrement la tournée des médias. Donc est-ce que ça ne va pas? Est-ce que se rallier derrière une personne, ça ne va pas étouffer les ambitions personnelles de d'autres personnes? Donc il faut aussi savoir aller vers ses enfants parfois. J'aime bien que tu parles d'ambition personnelle, c'est là où vous allez utiliser vos panneaux. Alors, est-ce que la gauche pourra-t-elle se réunir avec Laurent Gbagbo en tête de liste, même s'il n'est pas pour le moment donc éligible, même s'il n'est pas sur la liste électorale, c'est le bon terme? D'accord, pas d'accord, c'est cela? La gauche pourra se réunir quand même. Oui, c'est un consensus autour de Laurent Gbagbo. Dans la conjoncture actuelle, moi, Aïcha, non? Tu sais, moi, je n'aime pas affirmer quand je ne sais pas, mais... Mi-figue, mi-raisin. Ouais, dans la conjoncture actuelle, je dirais plutôt ça. D'accord. Isabelle Vauvor, non, pas du tout? Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce plateau. Je pense que peut-être les autres aussi me rejoignent, finalement, parce que je vois des pas d'accord. Pas pour les mêmes raisons, pas pour les mêmes raisons. Isabelle fait de la politique sur le plateau. Tu peux me laisser parler, merci beaucoup. Non, parce que comme je l'ai dit et je le répète, j'ai fait une démonstration ici tout à l'heure. J'ai dit, enveloppe de 10 000 ne peut pas faire projet de 50 000. Je reste dessus. La question, c'est plutôt... On peut faire fructifier 10 000 francs qui va devenir 50 000, 100 000 francs. Oui. Non, pas du tout. C'est même pas au-delà de ça. On a le droit de parler aussi. Isabelle, tu as fini. D'accord. Voilà, non, la question c'est plutôt, est-ce que tout le monde va se rallier derrière M. Laurent Gbagbo? C'était ça la question. Voilà, je ne suis pas très sûr. Maintenant, est-ce qu'on peut espérer l'union de la gauche? Oui, on peut l'espérer. Mais tous derrière Laurent Gbagbo, je ne suis pas très sûr. Non, mais ce n'est pas possible. Déjà, dans la mesure où Laurent Gbagbo lui-même n'est pas éligible, on ne pourra pas se retrouver derrière quelqu'un qui n'est pas éligible. Par contre, on pourra se retrouver dans une union où on peut poser des conditions pour pouvoir débouter en fait, ceux qui sont en face de nous. Je vais rappeler une chose. Déjà, sous Gbagbo Laurent, il y a eu le G7. Et je vais rappeler ça à Isabelle. Je veux dire que quand il y a un pouvoir, quelles que soient les conditions, on se met ensemble. Il y a eu le G7 par le passé. Les partis politiques de la rébellion d'alors qui se sont mis ensemble. Ils ont des objectifs communs contre Gbagbo Laurent. Donc, il n'y a pas lieu de torpiller une union. On se met toujours ensemble contre un gouvernement. Non, je suis désolée, mais quand le RHDP a été créé en 2005, c'était un rassemblement de partis politiques. Il y avait une vision commune pour arriver aujourd'hui à une union de partis et justement à un parti politique plein pot. Merci à tous. C'est le moment, on a bien compris vos avis, mais c'est le moment d'aller à la pause. On y va tout de suite, on se retrouve dans un instant. Vous êtes fidèles au plateau du Talk des vacances et nous on est contents. Merci encore de continuer donc à réagir sur nos réseaux sociaux, sur le direct. On vous sent discuter, vous acharnez assez souvent et il y a de chaudes discussions là-bas et c'est très bien. On va les rapporter donc de temps en temps, dès la semaine prochaine déjà, donc je l'ai dit. La répétition ayant des vertus pédagogiques, je répète, on va rappeler ou lire vos commentaires dès la semaine prochaine sur ce plateau. Mes amis sont toujours avec moi, Isabelle Vauvor, Aïcha, Crépi, Goï, Arnaud et puis Gandhi Cuyer donc sont avec moi pour continuer donc, cette émission. À l'Inter, on parle des Jeux Olympiques. On y va tout de suite. Les JO commencent aujourd'hui. Aïcha, t'es sportive, hein? Alors tout le monde pense que oui, mais en fait pas du tout. D'accord, mais tu n'en as jamais pratiqué? Jamais pratiqué de sport quand même. Si, j'ai fait du basket, j'ai fait de l'athlétisme justement, j'ai fait pas mal de sport, oui, mais j'en ai pas fait autant que les gens, parce que j'ai un corps qui est un peu athlétique, avant en tout cas, on a toujours pensé ça. Mais dans ma famille, il y a de très
des Harlem Globetrotters, c'est ça, au basket? J'ai une sœur qui, non, à la natation, pardon. Ce que je m'apprêtais à dire, c'est que, vu la taille, j'ai failli dire, tu n'es pas très grande de taille, donc pourquoi tu as joué au basket? Moi c'est pas de moi. J'ai une taille standard, hein, tu sais. Ben oui. J'apprécie en fait. Au basket, il y avait Bobby Joe, qui n'était pas très grand de taille, mais qui était très fort. Et justement, j'étais forte aussi. Ah, d'accord, très bien. D'accord. Donc moi, j'aime beaucoup le sport, hein. J'aime beaucoup l'athlétisme encore plus. Donc je suis ravie que cette cérémonie s'ouvre aujourd'hui, ce vendredi 26 juillet, à Paris, avec un budget de 450, j'ai bugué avec un autre chiffre, 450 millions d'euros. Donc on a une cérémonie qui se passe, qui doit débuter normalement en ce moment même, au niveau de la scène. Donc c'est du jamais vu au niveau des Jeux Olympiques. Et puis on a au niveau des athlètes africains, 10 500 athlètes en tout qui vont représenter le continent. On attend bien sûr des personnes comme bien évidemment Cissé. Cheick, de son prénom, médaillé d'or. On attend bien sûr des Bagby. On attend Ruth, médaillée d'or également. On espère qu'ils vont garder leur médaille d'or. Et puis on attend aussi des Marie-Josée Talou, des personnes sur le sprint. Très bien. Donc on est ravis. La Côte d'Ivoire est bien représentée donc, à cette compétition, n'est-ce pas? Bien représenté, je ne suis pas très sûr, parce qu'on n'a que 13 athlètes quand même, c'est faible. En tout cas, tous nos mots d'encouragement et tous nos encouragements à nos différents athlètes qui sont présents dans différentes disciplines. Mon gros pincement, c'est que l'équipe de basket de Côte d'Ivoire n'a pas pu se qualifier, parce que je suis féru de basket. J'aurais bien aimé... Champion OASU de basket? Oui. Quelques années derrière? Oui, quelques années en arrière. Et j'aurais bien aimé voir nos éléphants, en fait, à ces Jeux olympiques au niveau de cette discipline. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. En tout cas, on a des sprinteurs, on a des candidats au niveau du taekwondo. On a une forte délégation, même si on n'a pas beaucoup d'athlètes. C'est ce qui est quand même paradoxal. Je crois qu'on gagnerait à accompagner davantage nos athlètes en amont, non pas seulement au niveau de la participation aux JO, mais déjà au niveau des préparations, des qualificatifs. Ce serait bien qu'on accompagne, et surtout qu'on accompagne également le sport universitaire et le sport scolaire. L'OASU dont on parlait tout à l'heure, aujourd'hui, n'existe que de nom, il n'est plus véritablement... Mais je pratique quand même. Pas de grande communication autour, c'est la communication surtout qu'il faut faire, sinon quand même, je pense qu'il se pratique quand même au niveau des différentes écoles, lycées et tout ça. Donc moi je suis un ancien de OASU aussi, hein, donc je salue mes anciens donc, du CSP de Dabou, où on est allé loin quand même côté OASU. Si tu as chuté? Oui, justement, il faut qu'on accompagne au niveau de la communication, de l'organisation et surtout que l'OASU puisse attirer en fait des sponsors. Très bien. Isabelle, va voir quel sport tu pratiques? La boxe. D'accord. D'ailleurs, je fais un coucou à mon coach Bertrand. Ah, c'est sérieux? Oui, c'est sérieux. D'accord. Boxe, boxe taille, non. Boxe taille, pied-point et tout ça? D'accord, très bien. Ok. Donc attention à tous ceux qui je ne m'y attendais pas du tout, du coup. Landry, tu es sûr qu'on est en sécurité sur ce plateau? Alors, dans quel état d'esprit, selon toi, ces athlètes ivoiriens qui y vont, donc 13 athlètes, dans quel état d'esprit vont-ils aborder ces JO? Écoute, j'ai envie de dire un état d'esprit gagnant, hein, parce qu'ils sont accompagnés par une forte délégation. Et puis, il faut savoir aussi qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire, en tout cas, est en vogue en termes de victoire. Donc, on espère en tout cas qu'ils vont nous ramener pas mal de médailles. Moi, ce sur quoi j'aimerais m'appesantir, c'est vraiment que ces Jeux-là sont une grande tribune à la fois politique, mais une tribune d'influence, et à juste titre, parce qu'il y aura pas mal d'audience. Le président de la République, Alassane Ouattara, se fait représenter à ces Jeux olympiques par son Premier ministre, Robert Begré-Mambé, qui est aussi ministre du Sport et du Cadre de vie. Donc voilà, donc il y aura pas mal d'audience qu'il va pouvoir faire. Il y aura une réunion ministérielle à l'UNESCO justement autour du sport, à laquelle donc la Côte d'Ivoire va participer. Il faut savoir que le thème de cette année, c'est sport pour le développement durable. Plus vite, plus haut, plus fort, ensemble pour un avenir meilleur. Et la Côte d'Ivoire l'a bien intégré, en tout cas parce qu'au niveau du village olympique, avec la station Afrique, il y a un stand donc, de la Côte d'Ivoire où en fait on aura vraiment des innovations et on a des artisans qui sont partis. Par exemple, on a un artisan qui permet, grâce à un vélo qu'il a développé, de pouvoir faire du jus naturel. C'est-à-dire que pendant qu'on pédale le vélo, en fait, il y a du jus naturel en fait, qu'on arrive à produire avec des fruits, etc. Donc on a quand même pas mal d'innovations au niveau de la Côte d'Ivoire qui seront présentées là-bas et ça contribuera en tout cas à la promotion de notre pays et à relever aussi notre niveau d'influence, que ce soit en termes d'innovation, en termes
je ne sais pas moi, en termes de compétition dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Voilà, Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique au niveau de la CAN. Donc déjà, quand on arrive à ces JO, tout le monde nous observe. Ah, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Alors, j'étais dans la file à l'aéroport, contrôle de passeport et à l'étranger, et j'étais à côté d'un Ivoirien, et il a dit en fait aux policiers français qui étaient là, ah bah nous, c'est nous qui sommes champions d'Afrique, et du coup ils nous ont fait un coup de fil. Donc c'est dire en tout cas qu'on a souvent des passe-droits quand on utilise champion d'Afrique. Ouais, c'est pas sûr que ça marcherait au Mali, mais bon. Ça c'est pas mal ça. D'accord. Alors on a cité toutes ces disciplines, hein, mais selon vous, chers amis, quelle est la discipline où la Côte d'Ivoire, à ces JO-là, est forte, pourrait être forte? Moi, je pense que c'est les arts martiaux, hein, déjà avec Cheikh Cissé. Notre champion du monde. Notre champion. Il y a Gbagbi, même si elle n'a pas été toujours championne, en fait, elle est toujours dans le trio. Et puis, bon, au niveau de l'athlétisme, les anciens noms que nous connaissons. Mais déjà, pour les JO, je suis content qu'en dehors des anciens noms que nous connaissons, Cheikh, Marilou, il y a aussi quand même d'autres noms, en fait, qui apparaissent aujourd'hui. C'est applaudi. La seule fausse note, c'est que l'équipe de football n'est pas là. Nous sommes champions d'Afrique. Et on aurait voulu voir peut-être l'équipe espoir pour les tester, mais je pense que la prochaine fois sera un peu pas grave, on se prépare pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique qui arrive au Maroc. On se prépare. Et juste pour rappel, hein, c'est vrai qu'on a 13 athlètes, mais qui vont compétir dans 4 types de sports. Donc on a le taekwondo, voilà, on a le taekwondo, on a le judo, on a l'escrime et on a l'athlétisme. L'escrime. Oui. D'accord. Moi, c'est ce qui me plaît justement, que ces athlètes soient dans les sports de précision et au plus haut sommet du monde. Notre champion taekwondo est champion du monde aussi. Donc on a longtemps dit que les Africains ne sont pas capables de faire des sports de précision, il manque de finesse, machin. C'est des discours qu'on a entendus. Hein. Et bien la preuve qu'ils sont bons partout. Voilà. Très bien. Par le passé, certains athlètes quand même se sont plaints du fait que le pays ne les accompagnait pas au niveau donc, des subventions et tout ça. Est-ce que vous pensez que ça a changé aujourd'hui? Oui, parce que je pense qu'on a vraiment en tout cas intégré l'importance du sport, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, hein, et de l'importance, parce que ça fait rayonner le pays, et puis on a un certain positionnement aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas envie d'aller en deçà, on a plutôt envie d'aller au-dessus de ce sur quoi on est actuellement. La barre, la barre est tellement haute qu'on a envie de la dépasser. Donc je pense en tout cas qu'on a cerné l'importance et que les moyens en tout cas vont venir. Tout est une question de volonté politique et je pense que la volonté politique, on l'a. Mais Eric, il ne faut pas ajouter aussi que le représentant de la Côte d'Ivoire, celui qui représente le chef de l'État, il est le Premier ministre, il est le ministre du Sport. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment à saluer, parce que c'est le Premier ministre qui est ministre du Sport. C'est pour montrer l'importance même de la chose. Donc vous voyez déjà en fait l'importance en fait, qu'on accorde en fait, à ces JO. En bout de course, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont plaints du fait que lors des préparations, lors des qualificatifs, ils n'ont pas forcément été accompagnés. Même au niveau des entraînements, ça a été compliqué, la préparation dans certains pays. Certains n'ont pas pu effectuer des voyages parce qu'ils avaient des problèmes à la fois pour payer leur hôtel, leur billet d'avion, etc. Donc, c'est vrai que l'État, en tout cas, accompagne les athlètes qui sont qualifiés pour les JO, mais ce serait bien, en fait, que cet accompagnement arrive beaucoup plus tôt pour que les athlètes puissent préparer beaucoup plus sereinement leur compétition, surtout que malheureusement, à côté du foot, les autres sports peinent à mobiliser des sponsors. Voilà. Les autres sports peinent à mobiliser des sponsors. On s'est rendu compte que le foot n'est pas présent, mais les autres sports qui peinent justement à mobiliser des sponsors, ce sont eux qui sont régulièrement présents aux Jeux Olympiques. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir les rendre beaucoup plus attrayants, ces sports, et surtout accompagner nos athlètes qui régulièrement, d'ailleurs, malgré les conditions parfois difficiles, nous ramènent de grosses médailles quand même. Au sommet du monde. Oui, je suis d'accord avec toi. Comme j'avais expliqué une fois, sponsor égale audience. Donc je pense qu'on doit les accompagner aussi en regardant les programmes, faisant l'effort de les soutenir comme ça. Et c'est ça qui va les rendre justement attractifs. Il faut déjà les et intégrer 450 aussi. millions, c'était, pour préciser, c'était le budget que l'État ivoirien a donné à ces athlètes. Voilà. 450 millions, c'est quand même énorme. Et puis c'est satisfaisant. On va se dire, hein, on ne connaît pas leurs charges, mais bon, quand on entend 450 millions, on se dit, bon, d'accord, bravo à l'État de Côte d'Ivoire. N'oublions pas que le Premier ministre est aussi donc, ministre des Sports. Il pourra se pencher donc, sur toutes les questions discutées ici sur ce plateau. Mais attention, 55 membres de la délégation contre 13 athlètes. Pourquoi sont-ils si... non, attention, 13 athlètes, 42 officiels. Très bien. Pourquoi ce déséquilibre ? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a pas mal d'activités qui gravitent autour même de la compétition. Il y a des audiences, comme je l'ai expliqué, il y a une forte délégation, en tout cas ivoirienne,
d'innovateurs qui y vont. Enfin, on a tout un stand, on a vraiment... en fait, ils y vont pour faire la promotion de notre pays. Il faut savoir que c'est une grande tribune d'influence et pas que d'influence simple comme on l'entend, d'influence politique aussi et surtout de positionnement. Voilà, moi, je ne m'arrête pas au nombre. Voilà, faut voir en fait ce qu'on va y faire. Quel est le contenu de la mission? Et je pense que c'est ça le plus important. D'accord, c'est un marché. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire fait de la promotion au niveau du tourisme, même si les JO ne sont pas à Marseille, c'est à Paris. Mais avec l'Olympique de Marseille, il y a un partenariat avec le ministère donc, du Tourisme en Côte d'Ivoire pour vendre Sublime Côte d'Ivoire. Je pense que tout ça y participe aussi. Tout à fait. Pardon, une seconde. Pourquoi Sublime Côte d'Ivoire fonctionne? Il faut que la Côte d'Ivoire soit sublime. Il faut comprendre aussi que l'État veut assainir certaines routes. C'est clair. Non, c'est un petit parallèle, petit. C'est normal et c'est très bien. La Côte d'Ivoire est toute belle. Moi, je ne suis pas gêné par le nombre d'officiels. Au contraire, comme Isabelle le dit, il faut justement vendre la Côte d'Ivoire à travers ces tribunes. Là où, en revanche, je suis gêné, c'est le fait qu'on dise que le nombre n'est pas important. C'est important. Si on n'a pas d'athlètes, on ne participe même pas aux JO. Donc, je pense que j'ai aucun problème avec 42, mais j'aurais aimé, par exemple, qu'on ait 42 officiels, mais qu'on ait 80 athlètes, 100 athlètes. Cela prouverait quand on a le dynamisme équipe de football. Ça va s'agrandir. Une équipe de basket. Plus de 20 personnes, une équipe de basket, 12 personnes, etc. Ou 15 d'ailleurs. Donc si on a plus d'athlètes, je trouve que ce serait intéressant d'avoir autant d'athlètes qu'on a d'officiels. C'est bien de vendre la Côte d'Ivoire, mais on la vend à travers les compétitions et les performances de nos athlètes. On n'a pas demandé à Gandhi quel est le sport qu'il pratique. Moi, je suis un excellent footballeur. Ah ouais? Un excellent, je dis pas. Il le dit avec certitude. Non, j'ai les archives. Avec humilité aussi. Attends, j'ai les archives, vous pouvez interroger mes amis. Eric, déjà, je fais un coucou à tous mes amis d'Alois avec lesquels j'ai fait le lycée. Desiri, montre-nous les images de l'ancien professionnel. Interrogez mes amis du lycée, tous les amis. Carrément. Oui, c'est pour ça que j'ai ils vont venir, tu parles d'archives, c'est que vraiment. Tu es une vieille gloire. Une gloire ancestrale. Il faut faire la différence entre ancienne gloire et vieille gloire. J'ai été un joueur de mon âge et de mon époque. Non, ce qui est juste sur ce plateau, c'est que tout le monde a donné son sport. Non, je suis d'accord avec toi et je suis de ton côté parce que tout le monde a donné son sport sur ce plateau, personne n'a réagi. Excellent footballeur. Toi, quand tu dis excellent footballeur, tout le monde... excellent. À quel poste? Quand un excellent footballeur s'appelle... Il était supporter. Non, laisse-moi parler. À quel poste? Laissez-le parler. À quel poste? J'étais un avant-centre. Ah d'accord, numéro 9. Oui, mais un bon marqueur. Oui, bien sûr. Tu veux que je te donne mon petit nom? C'était quoi? On m'appelait fil de fer. Parce que tu fais des autogols ou... Non, parce que tout petit que je suis, j'étais très teigneux, fil de fer. Je ne sais pas si on rit parce qu'on n'y croit pas ou si on rit parce que... Non, parce que c'est sublime. Quel est le rapport entre fil de fer et celui qui marque des buts? Je ne sais pas. Non, en fait, quelqu'un qui était tout petit, teigneux au lycée, mais en fait, qui se faufilait pour marquer des buts qui ne tombaient jamais, on l'appelait fil de fer. Tu peux interroger tout d'Alois. Deuxième bataillon, je salue tout le monde. Hey! Applaudissons. La vieille gloire. Gloire ancestrale. Est-ce que Goï, c'est basketteur? Basket, oui. D'accord. Basket, Pivot. j'ai commencé très tôt, oui, je jouais au pivot. J'ai commencé très tôt. Depuis la classe de CM1 à San Pedro, dans un centre de formation de basket, et puis après au quartier, après au HU. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'est pas devenu professionnel? Pour beaucoup de choses. On aurait dû poser la question aussi. Pour des raisons... pour lui, ça va être un peu compliqué. Mais déjà pour des raisons de santé et puis aussi parce que j'avais d'autres ambitions. D'accord, très bien. Ça veut dire que ça ne paye pas? Pardon? Ça ne paye pas alors? Le basket? Non, j'avais d'autres ambitions. C'était pas bien encadré? C'était pas bien encadré. En son temps, peut-être... mais il n'est pas très promu donc en Côte d'Ivoire? Non, si, quand même. Mais j'avais quand même d'autres ambitions. Je ne me voyais pas faire du sport toute ma vie. C'était une passion, mais ce n'était pas suffisamment entraînant jusqu'au point d'en faire c'est ça? Tu avais toujours rêvé d'être politicien? Non, pas du tout. J'essaie de tirer ta langue dessus. Pour la petite histoire, j'ai toujours rêvé d'être musicien. Même si les parents, dans le temps, s'y étaient opposés et que je rentre à l'INSA. C'est un grand pianiste. J'ai fait la fac de droit, mais j'ai un groupe musical avec des amis d'INSA qu'on anime des cérémonies, etc. Donc, je vis ma passion autrement. Et puis, il y a la photographie également. Voilà. D'accord. Mais c'est très bien. Pourquoi fil de fer n'est pas devenu professionnel? Oh non, parce que vous savez, moi, les gens de mon époque, le football n'était pas encore développé. Oui, pas développé. Oui, à notre époque, le football, ça fallait choisir entre l'école, le football. Non, mais je finis. Laisse-moi finir. Déjà, les gens de mon époque, le football n'était pas développé. C'est là où on se relâche. Pour nous qui avons fait l'école à l'intérieur du pays,
Ce n'est qu'à travers l'académie qu'on a essayé quand même de réguler le football. Mais je dirais, les gens de mon âge, ceux qui ont connu en fait cette époque-là à l'école, n'étaient pas encore bien structurés. Intégrer l'Africa Sport. Non, loin de là, c'était pas. Je veux dire que les études ont pris le dessus peut-être sur le football, c'est tout. Voilà. Sinon, pour ceux qui me connaissent, ils m'ont. Voilà. D'accord. Et puis, la championne de boxe, taille. Non, championne, je ne dirais pas ça. Je disais que contrairement à la féminité que je pourrais afficher, j'adore les sports qui sont très, très masculins. Ah ouais. Oui. D'accord. Tu peux faire du rugby alors. C'est pour ça que tu as choisi. Oui, j'adore le rugby aussi. Tu as fait de la compétition quand même. Non, je n'ai pas fait de compétition. Non. Du tout. C'est juste pour, pour faire du sport, il fallait que je trouve en fait une pratique sportive pour m'entretenir. Voilà. Très bien. En boxe taille, il faut avoir les tibias durs, au point de frapper sur une barre de fer sans avoir de douleur au tibia. Donc n'ayez pas affaire à Isabelle Vauvor. Ça fait la boxe aussi. Moi, oui. Non, grand footballeur. Grand footballeur, c'est pas un footballeur, ailier droit. C'est même grand l'école footballeur. d'humilité, c'est la même. Hein. Non, grand footballeur. Beaucoup pourraient donc témoigner. Non, pas du tout, c'est mon vieux père. Donc je pense que lui, moi, en mon temps, j'aurais pu intégrer même quand même l'équipe nationale ou encore l'Africa que je supporte. L'Africa c'était quel poste quand même, l'ASEP. Tu jouais à quel poste? Oh, assez polyvalent quand même, mais bon, j'ai beaucoup fréquenté le milieu de terrain où l'aile droite ou même avant-centre. Voilà, mais en tout cas, si tu étais talentueux, tu aurais dû rejoindre le meilleur club de Côte d'Ivoire, qui est la SEC. La SEC? Bon, d'accord, ça c'est une autre. Si j'étais talentueux. Merci. On se détend. On va continuer à se détendre sur ce plateau, bien sûr, en utilisant encore vos panonceaux, n'est-ce pas? C'est la minute détente, hein? Donc restez avec nous, détendez-vous avec nous donc, sur cette émission. Pour ou contre Pilé Foutou? C'est la question du sport au foutou. Faut pas manger foutou avant d'aller jouer au football ou au basket? Est-ce que Isabelle, avant d'y aller, Isabelle, est-ce que tu sais faire la cuisine? Ah bah bien sûr. Quelle est cette question? Bah bien sûr. D'accord. Quelle cuisine? Foutou? J'adore faire la cuisine. Qu'est-ce que tu sais faire? Africaine, libanaise, européenne, enfin un peu de tout. Même italienne. D'accord. Oui. Vendredi prochain, tu nous envoies à manger ici ce que tu as préparé. Il n'y a pas de problème, je vous invite chez moi. Non, on veut manger ici. Il faut venir là. Il n'y a pas de problème, j'envoie la casserole. Il ne faut pas que ta soeur prépare pour nous faire livrer. C'est pour ça que je vous dis, venez à la maison. Comme ça, au moins, vous me voyez préparer. Quel jour et quelle heure? Juste le rendez-vous? Ça sera samedi prochain. D'accord. D'accord. Mes favoris? Favoris, alors moi, que je cuisine ou que j'aime manger? Que tu cuisines. Que je cuisine. Je fais un peu de tout. On va dire chou farci. Chou farci. J'aime beaucoup ça en plus. C'est la recette préférée de ma mère. D'accord, très bien. Madame? Je me doutais que tu n'allais pas demander aux hommes ce qu'ils... Non, je commence par les... Même si je ne suis pas d'accord que la place de la femme, c'est dans la cuisine, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Maï a commencé à me menacer déjà dans l'oreille. La question est quoi? Est-ce que je pile le foutou? Est-ce que je pile le foutou? C'est la question? Qu'est-ce que tu sais faire comme cuisine? Est-ce que tu fais la cuisine? Moi, Qu'est-ce que tu sais faire comme cuisine? Tu as déjà donné tout mon CV ici. Hein, non, mais qu'est-ce que je peux dire encore? Évidemment que je mange du foutou. Non, j'aime manger. Tu sais le faire. Non, moi, j'aime beaucoup manger africain. Quand je dis africain, j'aime beaucoup les sauces ivoiriennes aussi. J'aime beaucoup manger en sauce. Donc, j'aime bien la sauce copé. J'aime bien tout ce qui est à base de sauce, quoi. Le riz, évidemment, le foutou. C'est ce que tu aimes, mais ce que tu sais préparer, c'est ça qu'on parle. Mais parce que c'est moi qui mange ce que j'aime. Donc, ce que je viens de dire, là, je fais ça. D'accord, très bien. J'aime bien les sauces. D'accord, très bien. Un peu de graines aussi, parfois, avec modération. D'accord, très bien. Oui. Quelques plats européens, oui, ils sont plus faciles, je pense. Très bien. On n'est pas encore arrivé sur le pas d'accord, donc on vous demande vos talents culinaires pour le moment. Oui, personnellement, j'adore faire la cuisine depuis tout petit. Tous ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. En termes de goût culinaire, j'aime beaucoup les tubercules, donc taro, igname, manioc, patate, manioc en revanche pas. Pilé foutou, déjà que foutou, je n'en mange pas beaucoup, pas vraiment, donc pilé encore moins. Et je tiens à préciser que c'est manger foutou qui a gâté la carrière de Gandhi. Parce qu'il mangeait foutou avant tous les matchs. Oh, c'est dommage. Je ne mange pas foutou, je ne mange pas placali, je ne mange pas du kabato, je ne mange que le riz et les ignames. Moi, je ne sais pas préparer. Je ne sais faire que du café au lait et je sais faire du kwaké. Rien que ça. C'est tout. Mais j'aime manger le riz à la bonne sauce. Donc Isabelle, quand elle va nous inviter, c'est le plus heureux. Là, je prends des coups. Je suis sûr que ton épouse, elle est
Non, je suis un cœur à prendre. Ah, t'es pas marié? Mais pourquoi tu regardes Aïcha quand tu dis ça? Non, mais Aïcha, Qu'est-ce que je rien. comprends pas? Pourtant, tu nous as affirmé que c'est ta nièce. Non, Bon. c'est elle qui me dit, hein, mais c'est pas grave. Non, hein. c'est lui qui l'a Pas dit. grave. D'accord, donc il ne sait pas faire la cuisine. Ah là, non, je prends des cours de cuisine en ce moment. Il ne sait D'accord. pas du tout faire la c'est bien, cuisine. c'est Hein. bien, Quand il c'est chauffe bien. l'eau, il y a croûte. De toute façon, Vous connaissez avant les célibataires qui aiment manger sont amis des dialogues au kiosque spaghetti en Côte d'Ivoire. Donc, mais Yako, marie-toi vite, ok. C'est l'occasion. Hein. Il y a regardez beaucoup de célibataires ici à la FTV. Hein. Je parle des femmes. Il y a la nourriture asiatique. Je trouve qu'ils ont beaucoup de choses qui ressemblent aussi aux Très bien. Africains, le riz, etc. Et puis on mange très bien aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est notamment. On partage, je trouve, beaucoup de culture, le respect des aînés et tout. Et au niveau des plats, des similitudes quand même. Donc j'aime bien D'accord. manger asiate aussi, ouais. D'accord. Et On aime cuisiner manger. asiate. On aime manger. D'autres aiment le foutou, d'autres pas. Moi, je l'aimais avant, mais à cause des problèmes de digestion, j'ai arrêté de manger foutou. Tout ce qui est placali un peu quand même, parce que ça se digère très vite. Foutou, tout ce qui est dur, je ne mange plus ça. D'accord. C'est ça, non? Mais c'est toi qui sais. Mais attends, cléba aussi, hein, tu n'en parles pas. Non, hein. je ne mange pas. Je mangeais plé, d'accord, c'est- mais avec du riz. Mais c'est une nourriture de chez Le cléba. baouin. Qui peut ne pas C'est aimer une ça? nourriture de chez lui. Hein, Chez lui tu n'as c'est pas où, besoin d'être de chez moi Chez toi, pour c'est manger de Diokoué. Voilà. D'accord. D'accord. Pour ou contre piler foutou en appartement? Bon, ça dépend On de parle du bon voisinage. Oui, ça dépend de l'étage. Ça dépend de l'étage. Hmm. Si tu es au dernier étage, tu déranges personne, donc d'accord. Si tu es au dernier étage, que tu piles ton foutou, tu ne déranges personne. C'est quand tu aurais des chaussées. Excusez-moi. oui, c'est le excusez-moi, contraire. Si tu es au rez-de-chaussée, excusez-moi. Tu déranges tout le monde quand tu es... Oui, pardon. D'accord. Ou en maison, par exemple. En J'ai dit appartement. oui. En appartement. Bon, les deux encore. Faut pas être... Moi, je ne suis pas radicale. Il n'y a pas de vérité générale ici. La personne qui veut manger son foutou doit manger son foutou. Mais dans les règles de l'art, il y a des heures où on ne dérange pas le voisinage. D'accord. Moi, je suis mitigé. Mitigé aussi? Je suis mitigé Arnaud? parce que personnellement, moi, j'aime pas le foutou. Donc, mais en revanche, il y a des gens qui aiment le foutou et qui ne peuvent pas s'en passer. Habiter à l'étage ne veut pas dire, enfin, en appartement ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de se faire plaisir. Mais en même temps, il y a les autres. Donc, moi, je pense que ça doit être défini dans le contrat de bail. Moi, en tout cas, l'appartement où j'habite, c'est très clairement marqué les heures où on peut piler foutou. écrit pilage de- Complètement. Ah, complètement. très Je bien. vous promets. L'organisation, c'est bien. Le bon voisinage. Il faut réglementer tout ça. C'est prévu donc quand tu signes, enfin tu sais au moins qu'à telle heure, tu es susceptible d'entendre des coups de photo. Donc je ne suis pas contre, mais je suis pour qu'on réglemente. D'accord. Isabelle, d'accord, dé- pas d'accord? Tout dépend. Je suis un peu mitigée aussi, mais tout dépend de l'environnement où on est. Parce qu'il y a des bâtisses qui sont construites de sorte à ce que les appartements sont collés. Donc, du coup, les bruits des voisins, on les entend. Donc, du coup, c'est une question de bon voisinage, en fait. Voilà. bien. Et puis, tu sais, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on a des mixeurs, je veux dire, pour éviter de gêner son voisin. On met les bananes dans Un foutou, le un mixeur. foutou. Ça donne aussi du très bon foutou Oui, sans grumeaux. Oui. Ah, C'est pas parce que c'est la tradition qu'on peut foutou pas la hors mortier n'est moderniser. pas foutou. Donc- C'est un vin foutou. Foutou, ça s'épile. Foutou hors mortier, Ça c'est un vin s'épile dans le foutou. mortier. Donc, Attention. je dirais pas d'accord. Pas d'accord. Ouais, pas d'accord. Faut Piler pas piler. foutou dans l'appartement, vraiment D'accord. non. Ben, moi, Gandhi, je pense pareil? que piler foutou dans un appartement, ça fait partie des nuisances sonores. Hein. Donc, pour moi, il faut réduire ça. Voilà, c'est pareil. Voilà, parce que si ça doit gêner, je pense que ça dépend. Il faut quand même pouvoir en fait, discipliner ça. Ouais. Ne pas que Discipliner ça le puisse gêner. foutou. Non, discipliner en fait la manière de faire les heures. Voilà, c'est tout. Donc, comme l'a dit déjà Arnaud, il faut tout mettre en fait dans le contrat de bail, le contenu en fait, pour qu'on puisse se voir. Voilà, franchement. Les constructeurs d'immeubles, il faut y penser. Moi, j'habitais un immeuble de plateau. Ok. L'immeuble Pelou, donc je salue tous les habitants. Quand nous y sommes arrivés, on a constaté que dans la cuisine, il y a un coin foutou. Ok. Il y a un Ah coin ouais. oui, il y a un Voilà, coin pilé foutou. c'est Au innovant. sol, ça. dans la cuisine, Oui. c'est une grosse plaque Oui. de cuivre ou de caoutchouc, je ne sais pas, mais qui est très, très compacte. D'accord. Épaisse, pardon. Et Là, quand on tu sent déposes le mortier dessus, en dessous, quand on pile, on n'entend pas du tout. C'est Il inaudible. faut isoler. Ah ouais, c'est original. hein. Ces immeubles ont bon. été construits depuis la Saint-Gléglin, ils sont solides, ils sont encore là. Hein, aux deux plateaux, les Un immeubles. véritable immeuble de pileur de foutou. Ouais, on a pilé le foutou là-bas. On avait une servante là, musclée comme ça. Le foutou, il a tout fin, absent Donc, du le bon. coin foutou était à sonoriser alors. Il était insonorisé. Le coin foutou faut était insonoriser. insonorisé. Et puis, il y a Donc on aussi- arrivait à le faire. Donc, il y a aussi de la rappelez-vous, banane, on c'est original. fait cette précision. Tous les vendredis, on aura des petits sujets comme ça. Hein, qui vont... Pas que foutu. Ah, d'accord. Mais de toute façon, quand on parle de manger, il faut bien qu'il y ait la nourriture. Donc Isabelle, c'est toi la prochaine, donc vendredi prochain qui nous envoie à manger ici. Après, ce Samedi. sera. Samedi. C'est samedi. Oui. On va chez toi. On va manger ici. D'accord. Et Donc, vendredi prochain, l'ancienne gloire doit jongler jusqu'à 10 ici.
Mais ça, c'est mon quotidien. Hein. D'accord. Très bien. Donc restez avec nous tous les vendredis, nouveaux sujets à discuter comme ça, pour d'accord et pas d'accord. On prend plaisir, on a pris plaisir hein, donc pour cette première semaine. On s'applaudit, hein, donc on a fait une première semaine pour le talk des vacances. Merci à toute l'équipe, à la réalisation. Il y avait IB. Maintenant, je ne rappelle plus le nom de mon frère à la réalisation en ce moment. Toute l'équipe technique, je vous fais gros bisous. Merci de rester avec nous et de nous encourager, mais chaque fois, d'encourager la nouvelle équipe, les nouveaux dans l'équipe aussi. Bravo à vous tous. On prendra plaisir donc, de se retrouver lundi prochain, n'est-ce pas? Même endroit. Même endroit, même 19 heure. Et vive la Côte d'Ivoire au JO. Allez, bye bye. Allez Shalom. les Ivoiriens, allez les éléphants.